Bonjour. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition et notre émission aujourd'hui est divisée en deux parties. La première partie s'intitule Littérature et conspiration et la deuxième, Dystopie et science-fiction. Nicolas, pour la deuxième partie, sera rejoint par Tatiana Popova-Bonal. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et on commence. À toi, Nicolas. Oui, donc on va faire des émissions sur nos sujets littéraires. Je rappelle que Tatiana a eu son livre sur Dick, d'abord publié en Espagne et traduit en espagnol. On a été aidé par un lecteur qui travaille à la Commission de Bruxelles, qui est un copain. Et on a aussi donc le livre qui a été traduit en français après, si j'ose dire, écrit et publié par Philippe Randa chez Du Alpha sur Philippe Cadic. Et on a évidemment notre édition de poche pour Amazon, pour le lectorat pauvre. Et Dieu sait que nos lecteurs sont pauvres et manque de ressources. Faites des dons aux lecteurs. Faites des dons aux lecteurs, pas aux auteurs. Voilà. Donc moi, comme on sait aussi, j'ai arrêté le blog. Les actualités, j'en avais marre. Ça devient de pire en pire, même s'il va falloir qu'on parle de quelque chose d'ailleurs la prochaine fois sur la guerre au Moyen-Orient, tout ça. Et j'ai posté quand même 7 textes avant-hier que j'avais publiés sur De Defensa, chez Robert Stoker sur Eurosynergie, sur Strategica et sur évidemment le Sacer francophone chez mon ami Hervé. Et puis donc Tatiana a traduit Chesterton en ukrainien, c'est une première. C'est le fameux L'homme qui était jeudi, qui annonce tellement bien le monde moderne. On va en parler dans quelques secondes. J'ai fait la préface, elle fait 4000 mots. On va la joindre à mon livre sur littérature et conspiration. Comme on sait, régulièrement, on fait des ajustements, des améliorations sur les recueils, parce que c'est facile à faire sur un recueil, évidemment. On rajoute des textes sur les livres qui ont déjà été publiés. Donc, littérature et conspiration, voilà le livre, la première mouture qui était celle de Philippe Randall, vaut 29 euros. Nous, on la vend à 10, je crois, sur Amazon, l'édition de poche, comme faisaient finalement les grands éditeurs dans les années 70. Alors, pourquoi la conspiration? Alors, déjà, une première chose, la théorie de la conspiration est considérée comme un truc de débile. Et puis, dans mon livre, je montre que non. Dans mon livre, je montre que Chateaubriand croit une conspiration du monde moderne qui se met en place essentiellement grâce à Napoléon et grâce à ses guerres en Europe. Il parle de Napoléon, remueur de tout. Ensuite, on a d'autres éléments qui se mettent en place. C'est l'avènement de l'État moderne avec un renforcement des pouvoirs, une grosse centralisation. Là, on est chez Tocqueville. Comme on sait, Tocqueville ne croit pas, j'en parle dans le livre, à la théorie de la conspiration pour expliquer la Révolution française. Il a un lecteur qui est très conservateur, le marquis de Circourt. Il lui écrit une lettre en 1857 pour lui dire: je ne crois pas que la Révolution française ait été le fruit d'une conspiration. Et pourquoi? Parce que finalement, tout le monde la voulait, les élites comme le peuple. Et tout le monde allait vers la destruction de l'ancien régime, de l'ancien système. C'est intéressant pour comprendre les Français, je trouve. Parce que moi, on m'accuse souvent d'être anti-français. D'ailleurs, je m'en fous, je ne vais pas répondre à l'argumentation. Je dis simplement que les Français sont des ravis de la crèche et qu'ils sont toujours contents comme ça. Là, on voit, ils sont contents pour le Moyen-Orient, ils sont contents pour les voitures hybrides, ils sont contents pour le climat, ils sont contents pour le vaccin, ils sont contents pour le Covid, ils sont contents pour tout. Il n'y a que 1% ou 2% qui électoralement s'expriment différemment, qui donc ne vont nulle part. Et puis, on a vu que le Rassemblement national, dont on n'a plus rien à dire, toi et moi, ne représente plus rien. Ensuite, vers la fin du 19e siècle, il y a une littérature qui se met en place, qui est une littérature proprement dite de la conspiration, et au début du 20e. Parce qu'on voit en effet qu'on va vers des groupes énormes, c'est les trusts, et on a la fameuse expression de Walter Rathenau, qui a été assassiné par les gars d'extrême droite au début des années 20, de manière d'ailleurs assez scandaleuse et abjecte et inutile, et qui était un homme extraordinairement intelligent et qui avait parlé avant la guerre des 300 qui dirigent le monde. Déjà, on était dans une oligarchie, en fait, le capitalisme, avec les trusts, mène à l'oligarchie, mène à une concentration des pouvoirs.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la grosse différence, ça sera, comme on le sait, les organisations. Et même peut-être déjà, ça a commencé avec la SDN, les organisations contrôlées par les élites anglo-saxonnes qui contrôlent un petit peu l'évolution du monde. Et aujourd'hui, évidemment, on a toujours cette concentration du pouvoir, notamment entre les mains des fonds de pension américains, par exemple, évidemment, BlackRock, et Schwarzman, là, des autres associations. Je me souviens que j'avais une discussion avec un candidat libertarien à la présidence, Claude Reichmann, qui disait qu'il n'y avait plus rien à craindre vu que les fonds de pension dominaient maintenant la bourse. Et on voit que non. On voit que les fonds de pension sont extrêmement dangereux, que M. Fink, qui est peut-être l'homme le plus puissant du monde, amène tous les agendas antiracisme, multiratio, l'agenda totalitaire numérique et évidemment les agendas de l'écologie radicale qui est en train de détruire l'économie occidentale, ou au moins l'industrie. Il ne va rester que la bourse finalement dans l'économie occidentale. Mais je crois que c'était ce qui était voulu, hein, quasiment dès le départ. Ils veulent aussi détruire l'agriculture. Je parlais des livres de cette époque. Moi, j'ai parlé de Jack London, Le Talon de Fer. C'est un roman de dystopie et de science-fiction qui date du XXe siècle. Et puis, il y a une élite humanitaire qui contrôle le monde. Là, on est déjà dans les sujets actuels, hein. On est toujours dans ce que j'appelle le présent perpétuel. Finalement, le monde ne bouge plus trop depuis plusieurs siècles, comme on commence à s'en rendre compte. À la même époque, il y a un romancier populaire français qui écrit La conspiration des milliardaires. C'est Gustave Le Rouge, ça a été publié en livre de poche, ça avait été publié par Guy Scholler dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Et en fait, on a des grands projets technologiques à la Elon Musk. Ils veulent faire un tunnel sous l'Atlantique. C'est marrant, hein, pour que le train aille plus vite, comme le TGV finalement pour aller en Angleterre. Et puis, ils veulent contrôler complètement l'Europe. Ils y sont arrivés. Ils sont arrivés. Il a fallu la Première Guerre mondiale. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique, comme l'a déjà très bien remarqué Trotsky dans un texte que j'ai souvent cité, l'Amérique contrôle complètement l'Europe et les partis qui l'obligent le plus, c'est les partis socialistes, explique Trotsky. Il dit ils sont là pour mettre à la portion congrue la classe moyenne européenne. C'est encore ce qui est fait en ce moment. Et on voit aussi qu'il y a de moins en moins de capacité de réaction. Alors là, on en parlera avec Tatiana parce que c'est un sujet très dickien. Comment on arrive à prostrer l'opinion publique, à la paralyser dans un monde où tout est contrôlé par les médias. Tout le monde en parle maintenant, mais disons qu'à l'époque, c'est pas mal de le voir longtemps avant les autres. J'ai parlé aussi dans ce livre de la conspiration géographique. Et c'est grâce à Alphonse Daudet et à Tartarin de Tarascon. Alors, Tartarin de Tarascon n'a pas toujours fait le con dans les Alpes. Il a été en Suisse, dans les Alpes. Et il explique la conspiration géographique. La Suisse, Monsieur Tartarin, n'est plus qu'un vaste cours à halles, ouvert de juin en septembre, un casino panoramique où l'on vient se distraire des quatre parties du monde. Il en fallait de l'argent pour peigner et pomponner tout ce territoire, lacs, forêts, montagnes et cascades. Et puis après, il explique que tout ce décor est faux. Avancez un peu dans le pays, vous ne trouverez pas un coin qui ne soit truqué, machin, comme les dessous de l'opéra, des cascades éclairées à Giorno, des tourniquets à l'entrée des glaciers, et pour les ascensions, des tas de chemins de fer hydrauliques ou funiculaires. C'est à la fois une conspiration industrielle, touristique et géographique. Le monde devient faux, le monde devient un simulacre technologique, et on s'amuse avec parce qu'on est de simples touristes. Donc ça aussi, on est dans la transformation. Il ne faut pas oublier que les James Bond, qui font partie évidemment de cette littérature de la conspiration, et pourquoi les James Bond s'intègrent toujours dans un processus touristique. Qui fait, alors on avait McGowan aussi, tu sais, dans Destination Danger, il travaille pour des agents de voyage, ou le prisonnier, quand il démissionne, il veut soi-disant partir en vacances. Mais de qui se moque-t-on? Il est tout le temps dans des paysages magnifiques, il est tout le temps avec des femmes merveilleuses, il est tout le temps dans des hôtels de luxe, il est tout le temps un touriste de luxe. Et donc la falsification du monde est passée par cette histoire de conspiration géographique que Baudelaire aussi a dénoncé dans ses fameux tableaux parisiens dans Les Fleurs du Mal. Quand il voit la transformation de Paris, le trucage de Paris et la destruction du vieux Paris, le vieux Paris n'est plus, comme dit Baudelaire dans son poème sur le cygne à Paris. Et on a une ville moderne, avec une population moderne qui va être totalement transformée, totalement manipulée, manipulable et complètement idiote, qui va apparaître et qui va être fabriquée. Et ça a été décrit par le fameux Maurice Joly dans ses entretiens entre Montesquieu et Machiavel qui ont inspiré, comme on sait, les protocoles. Après, évidemment, il y a les John Buchan, la civilisation comme conspiration,
En fait, Buchan, dans un livre qui s'appelle La centrale d'énergie, décrit une rencontre avec un conspirateur, et puis on dit la civilisation est une conspiration. Donc tout ça, c'est des thèmes absolument passionnants, et je les ai mêlés, ces romanciers, avec simplement des observateurs, comme par exemple Thoreau. Thoreau est très intéressant parce qu'il a consacré au début de Walden toute une partie à la conspiration des informations et l'information comme narcotique. Drummond en a parlé dans un de ses livres et il disait très justement, il rappelait Drummond d'autres gens qui en avaient parlé, par exemple le philosophe allemand Fichte en avait parlé aussi, c'est-à-dire le processus d'abêtissement par les journaux et par l'information. On a ça aussi chez Tolstoï. Au début d'Anna Karénine, le libéral, Lévin, qui passe son temps dans ses journaux à avoir une confirmation du monde comme il va. Quand je regarde les journaux, je regarde que les commentaires, parce que les articles sont payants et les articles sont surtout sans intérêt. Donc, je regarde les commentaires et je vois que, alors, à une époque, les gens marchaient à fond dans la combine, par exemple dans le Figaro, puis là, on se rend compte que le lectorat est devenu déjà plus éthique. Il diminue le lectorat du Figaro, puis alors surtout, il n'y a plus que des sceptiques ou des gens qui critiquent. Donc, on se rend compte quand même qu'il y a un petit progrès. Ça débouchera sur rien, je ne me fais aucune illusion, hein. Mais bon, c'est amusant de constater cela. Donc, la littérature et conspiration, on va terminer sur Chesterton que vient de traduire Tatiana, puis on va commencer à lui donner la parole, la pauvre. Viens là, ma douce, et raconte-leur ce que tu penses du nommé jeudi de Chesterton. Bonjour, merci pour m'inviter. Pour moi, Nommé jeudi, c'est une grande parabole où, on- où l'être humain essaye de comprendre où il se trouve, qu'est-ce que c'est sa vie, parce que on pense qu'il rêve tout. Et ici, les Chesterton posent des questions où est la réalité. Comme ça, on peut arriver vers notre cher Philippe Dick, parce qu'il pose les mêmes questions, mais quelques dizaines d'années plus tard. Alors, juste une petite parenthèse. Mhm. Moi, j'ai écrit dans ma préface que j'ai toujours beaucoup insisté sur la dimension conspiration dans le livre. Elle est nommée. Donc, il y a un groupe terroriste, nihiliste, mondialiste, tenu par un milliardaire qui a fait fortune en Afrique du Sud, quand même. Donc, on en est avec l'histoire de la table ronde de Cecil Rhodes, on en est avec Barnato, Rothschild et tout ça. Et puis, on a en même temps les attaques anarchistes avec l'assassinat de pas mal de rois à l'époque, notamment du roi du Portugal ou le président français Carnot. Tout cela se met en place et prépare un monde qui va être sacrément dangereux. Chesterton le sent confusément et va le décrire comme ça dans le livre. L'autre chose qui est très marrante dans Chesterton sur le nommé jeudi, c'est que ce sont des flics qui infiltrent progressivement les groupes terroristes ou les groupes anarchistes et on se retrouve avec uniquement des flics dans ces groupes. On dirait un épisode de Miami Vice, tu sais, quand ils se réunissent avec des trafiquants et tout le monde est flic. Et c'est arrivé au Canada, dans un des groupes marginaux, maintenant il y a 20 ans, quoi, où tout le bureau politique du groupe, c'était des agences, des représentants d'agences différentes, des Oui. services et des Alors flics. évidemment, on se rapproche des false flags. Euh, À partir du moment où les oppositions sont intégralement contrôlées, on se pose des questions. On pourra en reparler bientôt. Voilà. Bon, mais ça, c'était pour parler de Chesterton. Je crois qu'on le publie très bientôt. Et maintenant, on va parler de Philippe K. Dick. Moi, j'ai commencé à parler de Philippe K. Dick à cause de Blade Runner dans mon livre sur Ridley Scott. Et puis, je me suis rendu compte que Tatiana était passionnée de Philippe K. Dick. Et alors, Tatiana, elle est très méthodique et elle a tout lu. Et entre le russe, l'ukrainien, le français et l'anglais, surtout, elle a réussi à lire tout Philippe K. Dick. Donc, je lui ai dit, fais un livre, fais un recueil pour nous expliquer Philippe K. Dick. Donc, développe les grands thèmes, chérie, de Philippe K. Dick. Pour continuer sur la littérature et conspiration, et pour tous les sujets que vous avez évoqués, je veux commencer par le célèbre roman La vérité avant-dernière, ou Penultimate Truth. Justement, ça parle de la conspiration des élites qui ont pris le pouvoir sur Terre. Les élites sont peu nombreuses, ils ont approprié toute la terre, tous les terrains, complètement. Et la masse des gens vivent sous terre, ils travaillent sur ces élites. Les gens sont embobinés par les médias, ils regardent la télé, ils vivent dans les multiplexes souterrains
travaille dans les usines et croit qu'il y a lieu la Troisième Guerre mondiale. Donc, tout est pollué sur la surface. Chacun qui rentre chez eux de la surface, il faut le tuer parce que c'est un danger public. Et chaque soir, ils regardent le discours de leur cher président ou qui que ce soit. La Terre est toujours divisée après la guerre froide en camps de l'Est et de l'Ouest. Et après, on découvre peu à peu que les gens croient tout ce que raconte la télé, mais ce sont des choses inventées. Ils regardent la poupée qui raconte le même discours et pour le camp de l'Est et pour le camp de l'Ouest. Et ces discours, chez Dick, sont écrits par les élites. Ce qui est intéressant chez Dick, c'est dans plusieurs romans, les élites se consacrent à préparer les histoires pour les médias. Et la masse des gens esclaves doit regarder ça parfois obligatoirement. Parfois, je dis qu'il y a cette obligation presque par peur de prison, regarder le soir ton émission de télé avec des nouvelles. Il louait devant la télé ton dirigeant. Donc, on se retrouve dans ce cauchemar qui est presque Alors, moderne. on a parlé aussi d'un autre élément. J'ai un lecteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Benjamin et il m'a parlé de la taxation sur son chien qui arrive, comme tu as vu. Et bien, il y a un roman, parle-en, Tatiana. C'est presque un roman pour enfants, pour la jeunesse, qui s'appelle Nick et Glimmour. Dans ce petit texte, la famille est obligée de quitter la Terre parce qu'ils ne peuvent plus se permettre avoir sur Terre un petit animal domestique, un petit chat. Donc la famille quitte la Terre pour sauver ce petit chaton et se retrouve sur une autre planète où les petites aventures commencent. Et je dis que dit qu'il va au-delà de ça, parce que maintenant on est la permission pour un animal, je dis que c'est la permission pour avoir un enfant pour des choses aberrantes comme ça. Moi, j'ai écrit dans mon livre sur Kubrick tout un chapitre que j'avais déjà commencé pour Sputnik sur le cosmonaute, la condition cosmonaute. Le cosmonaute vit sans espace, il est en combinaison tout le temps, il est dans un espace minuscule, il est mal nourri, il est constamment sur des ordinateurs ou dans des machines. Donc c'est exactement comme le pauvre à Paris, le pauvre à New York ou à Los Angeles ou en Chine. On arrive à créer un monde comme ça, purement technologique, avec une pénurie totale. Et là, on est vraiment dans le grand recette déjà. La condition cosmonaute, confère 2001 l'Odyssée de l'espace, ou confère Alien, avec ce crew qui est expendable, cet équipage dont on peut se débarrasser parce que la grande entreprise veut récupérer à tout prix l'alien et elle utilise le droïde, un ingénieur des sciences, là, joué par Ian Holm, futur Bilbon le Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. Elle utilise l'ingénieur des sciences pour le faire entrer dans le vaisseau. Il bourre tout l'équipage, mais ça, on s'en foutait puisque le crew est expendable. Donc là, on avait vraiment dans la science-fiction des métaphores, comme dit Tatiana, qui annonçaient la dépendance totale de la masse par rapport à une élite de plus en plus gnostique, technognostique et hostile. Mais l'histoire des animaux de compagnie, le chien et les chats, mais entre l'obligation de mettre une puce, la taxe et autres obligations diverses, et maintenant la manie des propriétaires de prendre leurs animaux dès qu'ils sont malades chez le vétérinaire, ça coûte plus qu'un enfant. Oui, Ouais. 100 $ pour les vaches, tu as vu, de taxes. En réalité, l'agenda du grand recette, dont on ne parle plus beaucoup, avance complètement. Il n'y a aucune résistance, donc les élites y vont à fond, hein. Je voudrais qu'on parle de deux autres choses, Tatiana. Le problème du logement, parce que ça devient un vrai problème. Oui, j'ai dit que le personnage principal, c'est le petit homme, c'est un petit héros quasiment, qui ne va pas sauver le monde. Donc, ce petit homme, ce loser, il a rien. Maximum, ce qu'il peut avoir, c'est un micro-logement de quelques, peut-être dizaines de centimètres cubes dans les énormes immeubles sur terre, parfois sous terre. Il est très heureux d'avoir ce logement. Donc, parfois, c'est un héritage rassemblé peu à peu, centimètre, par ses parents, par ses grands-parents. Dit que, bien sûr, comme un grand écrivain, parfois, décrit tout ça dans un registre comique. Le pauvre personnage voit que sa cuisine disparaît, que sa femme disparaît dans le lit parce que tout se plie, tout disparaît. Ou encore pire, le personnage commence à se disputer avec sa propre porte qui réclame 10 centimes pour être ouvert, ou avec son propre frigidaire qui réclame 5 centimes pour lui distribuer tel ou un tel produit. Ou encore pire, le lit
qui oblige le personnage de se coucher et regarder les rêves réglementés par le gouvernement. Dans tout ça, le pauvre anti-héros, le pauvre loser, il doit survivre. Dick touche aussi le rôle des femmes dans ces sociétés parce que chez Dick, tous ces condominiums pour les pauvres, ils sont dirigés par les femmes. Et ce sont Ursula, Ursula. oui, des espèces de femmes de KGB qui oppressent toute la population masculine, on peut dire. Elle est presque en train d'exterminer ces pauvres gens. Elle a plein de haine vers ce mal et elle essaye moindre possibilité de le mettre dehors. Ça va quasiment jusqu'à la castration des hommes. Donc, je voudrais rajouter que ce question était déjà soulevée par Chesterton dans son voyage en Amérique et il a vu ce rôle des femmes qui devient femme de nurserie, qui essaie de contrôler les hommes et réglementer complètement tout. Il dit, pauvre Dick aussi, dans sa vie, en ayant chaque fois marié et divorcé, il a souffert atrocement. Ce qui est intéressant aussi, Tatiana, chez Dick, c'est les simulacres. Aussi, avec humour, Dick parle des personnes qui sont des simulacres. Et surtout, chez lui, c'est l'élite, c'est nos dirigeants. Et chez lui, il y a même un roman qui s'appelle Simulacra, où Simulacra, c'est le président des États-Unis qui est choisi tous les 5 ans. Les gens croient que c'est un vrai homme, mais c'est un simulacre, c'est un puppet, c'est une poupée. Et encore pire, la première lady reste toujours la même. C'est elle qui change les maris. Et au final, on découvre qu'elle aussi, c'est un simulacre, une actrice. La même chose que, comme je disais, c'est aussi dans Penultimate Truth, la vérité avant-derrière, c'est deux poupées qui dirigent deux camps de l'Est et de l'Ouest et qui proclament les mêmes discours pour les gens de l'Est et de l'Ouest, écrits par la même élite avec le centre en Suisse, à Genève. Bon, mais on a fait le tour d'un certain nombre de points. On peut voir aussi quand même que dans la science-fiction, il y a des prédictions qui sont fausses. D'abord, elles sont trop dramatiques. Heureusement, ça ne se passe pas encore aussi mal, notamment pour toi en Sicile ou pour nous en Andalousie. La vie du Parisien pauvre, elle n'a jamais été très marrante, hein. Oui, effectivement. Moi, ça, j'ai connu. D'ailleurs, j'en avais parlé là-dedans. J'ai fait un gros roman presque sous hypnose qui s'appelle Les Mètres Carrés, qui fait 500 pages. Et je me suis bien amusé là-dedans. Je crois qu'il faisait plus de 200 000 mots. Je voulais battre la longueur des Trois Mousquetaires. Et en fait, c'était également lié à Notre-Dame de Paris qui, malheureusement, a fini comme on sait. Donc voilà pour ces histoires de littérature. On va rappeler donc les livres de Tatiana sur Philippe Cadic et le Grand Recette. Et ça, c'est le livre original. Et puis Littérature et conspiration qu'on a aussi publié sur Amazon. Et bon, voilà pour la littérature. On a parlé des livres de Tatiana pendant plusieurs émissions. La semaine prochaine, on fera quelque chose sur la situation au Moyen-Orient qui devient de plus en plus tragicomique. Et puis on essaiera de mettre notre grain de sel prudemment sur le sujet. Puis Voilà, un grain de sel Gilbert. léger, léger. Un grain de sel léger, ouais. Voilà. Voilà, ben écoute, ça va être le mot de la fin. Bonal, Bonal Effrayant. et Dawet, c'est fini. À la semaine prochaine. Merci.